Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Ludovores, c'est Kevin pour ce nouveau numéro du Menu Crowdfunding, l'émission dans laquelle on vous présente, on passe en revue tous les nouveaux projets actuellement en cours de campagne sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Sans plus tarder, on est parti, cette semaine encore ce sera relativement léger. Le petit passage habituel sur la chaîne de Ludovore, bon ceci dit ça va être très court, rien de très nouveau au-delà du menu crowdfunding et de son suivi il y a quelques jours. Pas grand chose de plus à signaler, mais je vais quand même prendre une petite minute parce que j'ai reçu un commentaire qui m'a fait rire sur la dernière vidéo du suivi du menu crowdfunding en provenance de Letia. Bonjour Kevin, comme ça tu réponds à tous les commentaires. Alors qu'est-ce qui est petit et marron? Alors de fait, oui du coup je te réponds et même cette fois-ci je te réponds à l'oral, donc privilège incommensurable, hein. Et pour ma réponse, je sais pas, déjà les autres donnez votre réponse en commentaire avant même que je donne la mienne, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et moi, je vais dire du coup un marron, voilà, tout bêtement. Sinon, également, si vous avez suivi le menu crowdfunding dans lequel j'avais présenté le petit jeu Bark Avenue, dans lequel vous faites des promenades de chiens à New York, qu'est-ce qui est petit et marron? Il y a aussi les squishy poop, donc les petites crottes de chiens en token un peu mou, c'est petit et marron aussi. Voilà, c'est à peu près les seules réponses qui me viennent à l'esprit de prime abord. Ensuite, on va pouvoir passer sans plus tarder au sondage de la semaine. Alors comme à l'accoutumée, vous aurez dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder un lien vers le sondage pour les jeux de la semaine prochaine. Donc vous pourrez aller voter pour les jeux qui vous intriguent le plus, ceux que vous voudriez voir présentés un peu plus en détail. Et la semaine dernière, il n'y avait pas grand chose. En fait, il n'y avait pas grand chose, oui et non. Disons que j'ai mis assez peu de choix. Généralement, on a entre, allez, on va dire 8 et 12 jeux par semaine dans le sondage. Cette fois, j'en avais repéré 4, en fait un peu plus, mais j'avais oublié d'en incorporer certains, et d'autres que vous allez voir aujourd'hui n'étaient tout simplement encore pas annoncés, ou alors étaient annoncés mais pas leur date officielle de sortie sur Kickstarter GameFound. Donc du coup, on se retrouvait avec une très petite semaine sur le sondage de la semaine, et en plus de ça, USC Reach a été visiblement reporté. J'ai pas vu d'annonce sur Kickstarter, sur BGG non plus, mais en tout cas pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé sur la plateforme de Kickstarter. Donc peut-être qu'il n'est pas encore apparu. Pour les autres, en revanche, ils sont bien apparus sur GameFound et Kickstarter. On va rapidement voir les résultats. 32 votes seulement, on est plutôt généralement autour de 45, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'était une semaine assez légère qui n'a pas vraiment attiré grand monde. Et les deux jeux qui ont le plus intéressé les gens visiblement, qui vous ont le plus intéressé, eh bien à ex-aequo, c'était Space Lane Trader et First in Flight. Donc on va traiter bien évidemment. Mais est-ce qu'on va les traiter comme des gros projets de la semaine? Je vais peut-être un petit peu faire une entorse cette semaine, dans le sens où il n'y avait pas vraiment de gros projets parmi ceux mentionnés ici. Peut-être que First in Flight trouverait plus sa place dans les gros projets de la semaine parce qu'il a l'air un petit peu plus intéressant que les autres. Mais au-delà de ça, pas grand-chose à signaler. Du coup, je vous encourage à aller voter pour les projets de la semaine suivante qui seront un petit peu plus conséquents. On revient vers une semaine un petit peu plus intéressante avec des projets un peu plus nombreux et variés. Mais nous, pour cette semaine, on part donc sur les parties habituelles, à savoir les mentions honorables et ensuite les quelques gros projets de la semaine. Il y en aura quand même 2 ou 3 mine de rien. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer cette semaine les mentions honorables par un projet qui est d'ores et déjà annulé, à savoir Dino Sitters, qui a été lancé il y a 3-4 jours et qui a déjà annulé. Pourtant, bon, la campagne allait certainement financer, on n'était pas parti pour un énorme succès, c'est vrai, on était environ à 60-70% du seuil de financement, presque 12 000 € d'engrangés, c'était pas rien. Par Joel Botkin, il me semble me souvenir que... Oui, c'est ça, c'est Featherstone Games. Alors effectivement, Featherstone Games avait fait quelques jeux avec un peu plus de succès, ça. Le dernier étant Winterhaven Woods, qui avait connu un beau succès, 2000 contributeurs, et je crois que j'avais vu quelques retours assez positifs du jeu, qui avait été d'ailleurs livré relativement rapidement. Il avait une DA vraiment très jolie, un truc assez familial, une atmosphère vraiment... le petit jeu qu'on se met au bord du feu, au bord de la cheminée l'hiver. J'avais hésité à le backer, puis je ne l'avais pas fait finalement. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Et puis Open Ocean qui avait fait 600 contributeurs environ.
Effectivement, Dino Seaters était parti pour faire un truc un petit peu plus léger. On était à 280 backers, on aurait certainement pu finir aux alentours de 500, 600, mais ils ont préféré annuler pour cette fois. J'imagine qu'on les retrouvera prochainement sur Kickstarter à nouveau pour ce nouveau petit jeu familial, comme c'est souvent le cas en provenance de Featherstone Games, pour 2 à 6 joueurs, 30 minutes la partie, 8 ans et plus. Toujours des trucs avec des petits animaux tout mignons. C'était encore le cas pour Dino Seaters, qui n'a peut-être pas su trop trouver son public pour cette fois-ci. On va voir rapidement ce qu'on nous dit dans la dernière update pour voir un petit peu de quoi il retourne. Et donc dans cette deuxième et dernière update avant la fin du projet, Joel Botkin énumère 4 raisons pour lesquelles il a décidé de reporter la campagne, en plus d'autres raisons un peu plus imprévues, reliées au jeu ou non d'ailleurs, des trucs un peu plus du domaine privé, mais en tout cas pour ce qui concerne le jeu lui-même, 4 choses qu'il voudrait revoir avant de relancer la campagne. D'abord le seuil de financement qu'il estime avoir fixé un petit peu trop haut. Ensuite, concernant les mini et les meeples, il voudrait rebosser un petit peu sur le design des composants. Ensuite, la page de la campagne qui n'était pas suffisamment claire à ses yeux, et c'est toujours bien de clarifier autant que faire se peut une page de campagne Kickstarter, d'autant plus quand on n'est pas un énorme éditeur reconnu de tous, donc pourquoi pas. Et puis finalement, le shipping, donc les frais de port, qui était peut-être un petit peu, sujet à un manque de clarté là encore, et donc il a décidé de retravailler un petit peu sur la communication pour que ce soit le plus clair possible pour les potentiels backers. Donc ici, même pas de raison concernant le manque de financement à l'heure où il écrivait ces quelques lignes, mais simplement il voudrait retravailler sur quelques points avant de revenir sur Kickstarter. Alors pour l'instant, quand ce sera, quand cette nouvelle campagne arrivera-t-elle sur la plateforme ? Pour l'instant, pas de date précise. Bref, il nous invite bien évidemment, pour en apprendre plus, à nous connecter, à nous abonner à la newsletter de l'éditeur pour en savoir un petit peu plus, mais j'imagine qu'on les retrouvera assez prochainement, d'autant plus que les précédents jeux avaient connu un assez beau succès mine de rien. Donc voilà pour Dino Seaters annulé pour cette fois, mais on les reverra j'imagine dans quelques mois. On enchaîne tout de suite avec le premier projet parmi les mentions honorables qui, lui, n'est pas encore annulé. Enfin, pas encore, ce serait assez vilain de dire ça comme ça, mais bref, vous m'aurez compris. Il s'agit de Microcrime, un petit jeu de roll and write en print and play à 1$. Pas de version française malheureusement, mais si vous êtes plutôt à l'aise avec la langue de Shakespeare, ça pourrait être une expérience assez intéressante. Déjà 768 contributeurs se sont rués sur le projet, il faut dire que c'est quand même très peu cher. À 12 jours de la fin de la campagne, il s'agit, comme vous l'aurez certainement compris, d'un jeu d'enquête dans lequel un ou plus de joueurs, c'est pas limité, vous allez pouvoir jouer de 1 à 10 à 15 à 20 peut-être, mais j'encouragerais plutôt certainement des groupes de 4 à 6, 7, 8 personnes, après ça devient un peu le bordel pour ce genre de petits jeux. Dans lequel en plus il y a quand même une particularité assez intéressante, c'est-à-dire que vous allez créer vous-même les cases, comme on dit en anglais, disons les affaires, voilà, les affaires de meurtre par exemple, que vous allez devoir vous-même ensuite par la suite résoudre. Donc, un crime a été perpétré par quelqu'un, vous allez devoir trouver donc les différents indices qui vous permettront ensuite de retisser le fil jusqu'au coupable par exemple. Il y a différentes façons apparemment de jouer à ce jeu également, c'est aussi une des raisons qui le rendent intéressant, même si ça le rend aussi potentiellement un petit peu bancal, c'est à voir. On peut y jouer comme un roll and write de base, on peut y jouer aussi comme un jeu de plateau, comme un RPG, comme un live action RPG également, comme un jeu de déduction, comme une sorte de escape room en gros. Donc il y a différentes façons d'y jouer qu'on peut apparemment mélanger les uns avec les autres. Bon, la promesse est intéressante, intrigante. Est-ce qu'elle est viable pour autant en termes de gameplay? C'est pas garanti, mais au moins ça a le mérite d'être intrigant. Et pour un jeu sur cette thématique, c'est plutôt une bonne chose. Bref, en gros, vous allez au début de la partie jeter un certain nombre de dés pour définir les conditions de l'enquête que vous allez devoir résoudre. Est-ce que c'est une victime féminine, masculine, de quel âge, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et à partir de ça, vous aurez pour mission, vous aurez à cœur d'aller chercher les différents indices qui vous permettront d'aller résoudre l'enquête, sachant également que parmi les indices, vous pourrez utiliser des indices qui seront autour de vous dans la vie réelle. Par exemple, un couteau dans votre cuisine ainsi qu'un citron parce que il a tué cette personne en lui injectant du jus de citron dans les yeux jusqu'à ce qu'il en meure. Voilà. C'est très cruel comme mort. Hein. Non, ne tentez pas ça chez vous, c'est affreux. Bref, quoi qu'il en soit.
C'est un petit projet assez intéressant de ce point de vue-là parce qu'il semble utiliser des mécanismes qu'on a assez peu vus, en tout cas moi que j'ai assez peu vu dans ce genre de domaine, mais je ne suis pas forcément un grand connaisseur des jeux de Escape Room par exemple, donc tout ce qui est mécanisme de Escape Room, je n'en ai fait qu'un donc je ne suis pas très connaisseur. Mais vous me direz ce que vous en pensez, ça a l'air d'être au moins sur le papier relativement intéressant et en plus de ça vous ne prenez quasiment aucun risque financièrement parlant parce que ça coûte quand même très peu cher, ça coûte 1 $, je le rappelle. Bon, malheureusement pas de version française, je le rappelle encore une fois, mais l'avantage aussi de ce jeu c'est que ça se prête plutôt bien justement au print and play et qu'apparemment ça pourrait ouvrir aussi le chemin vers une pléthore d'extensions potentielles qui pourraient arriver par la suite. Donc ça aussi, ça a l'air assez intéressant si tant est que la qualité y soit, hein, que la qualité soit au rendez-vous, en tout cas pour le début, et ben ça pourrait donner un truc très sympa. Ne vous fiez pas également aux 75 $ ou aux 100 $ qu'on voit ici, ce sont des extensions qui ont déjà été débloquées parce qu'on a atteint certains seuils de financement comme 75 $. Et là, il a largement dépassé ça parce qu'on est déjà, je crois, à 1000 $. Donc il a vraiment débloqué déjà tout un tas d'enquêtes supplémentaires potentielles. Donc voilà, vraiment très intéressant sur le papier. C'est théoriquement pas vraiment un jeu pour moi, on n'est pas trop dans notre groupe de jeux amateurs de jeux d'enquête, enfin c'est pas qu'on a comment dire, une dent contre les gens d'enquête non plus, on n'a pas spécialement de dent contre ce type de jeu non plus, mais a priori ça devrait pas non plus être trop pour nous, je pense qu'on a déjà suffisamment de mal pour sortir les jeux qu'on veut sortir de manière générale. Donc de là à aller ajouter par-dessus un jeu qui plus est un print and play, ce qui veut dire imprimer tout ou l'oublier jusqu'à la fin de ses jours dans son PC, bon, peut-être pas, mais il y aura certainement des amateurs. 768 contributeurs, 1000 € d'engrangés déjà, à 12 jours de la fin de la campagne pour Microcrime. On enchaîne avec Aeon's End, avec cette nouvelle extension Past and Future. Et là, gros projet du coup, mais je le présente dans les mentions honorables parce que finalement c'est un jeu très connu, que vous retrouverez en magasin très certainement d'ici quelques années en français également. Il n'y a pas vraiment besoin de présenter Aeon's End plus que ça. C'est un jeu extrêmement connu qui doit certainement faire partie du top 100 sur BGG, j'imagine. Et donc qui nous offre ici une nouvelle extension. Alors que je croyais personnellement que le jeu était plus ou moins fini, enfin pas fini, mais mis en latence, on va dire, puisqu'on avait eu un nouveau projet dérivé de Aeon's End, avec le même gameplay mais dans un univers totalement différent. Il y a quelques mois, ils avaient fait une campagne pour ce jeu-là. Et donc à l'époque, il y avait une sorte de rumeur disant que Aeon's End c'était plus ou moins fini. Et bien preuve que non, nouvelle extension double, donc Past and Future, qui vous permettra d'aller voyager dans le passé, mais également dans le futur, pour aller voir ce qui est advenu avant notre époque, pour savoir justement ce qui s'est passé, ce qui a mené à au présent tel qu'il est actuellement, mais également aller voir dans l'avenir pour voir ce qui s'y passera et éventuellement peut-être aller influer le passé, etc. Bref, une sorte de effet papillon assez intéressant sur ce point de vue-là. Mais au-delà de ça, n'étant vraiment pas du tout connaisseur de Aeon's End, je vais forcément dire des conneries, donc je vais pas trop m'apesantir sur son sujet. Reste que ces deux extensions sont jouables pour 1 à 4 joueurs, donc il y a vraiment le mode solo. Vous pourrez également bénéficier d'une sorte de upgrade pack si vous n'avez pas une certaine extension pour pouvoir mettre à jour vos Nemesis apparemment. Pour des parties de 60 minutes, donc relativement ramassées. Après, le jeu, vous connaissez, je crois que si je ne me trompe pas en disant que c'est un deck building, une des références d'ailleurs du deck building, avec ici aussi une dimension un petit peu narrative, puisque vous aurez 2 livrets, si je ne me trompe pas, qui vous permettront d'aller vous renvoyer à différents paragraphes de narration en fonction des résultats de telle ou telle quête, par exemple. C'est pas non plus un jeu de campagne à proprement parler, mais il y a de la narration qui vient s'intégrer à l'intérieur. Donc plutôt intéressant, d'autant plus si on est fan de Aeon's End de la première heure, par exemple. C'est également l'occasion d'aller mettre la main sur 10 nouveaux mages, mais également sur 6 nouveaux Nemesis, des nouvelles cartes de marché bien évidemment pour aller renflouer votre deck, pour aller plutôt renforcer votre deck plutôt que le renflouer, des enveloppes, des livrets donc de narration pour le futur mais également pour le passé, donc c'est ça qui peut être assez intéressant pour les gros fans hardcore de l'univers de Aeon's End pour en apprendre plus sur le passé et l'avenir de Aeon's End, ça peut être assez intéressant. Les pledge levels, 64 $, c'est le pledge level de base, le Encased Fossil comme il l'appelle. Vous recevrez dans ce pledge l'extension de base, donc Past and Future, ainsi qu'une extension intitulée Aeon's End Origins également. Et ensuite, vous avez tout un tas de niveaux de pledge avec un plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 et plus 6. J'ai du mal avec l'articulation aujourd'hui, quoique c'est pas seulement aujourd'hui, vous me direz, qui vous permettront, j'ai aussi du mal avec le pluriel aujourd'hui, d'aller ajouter certains packs de jeux en référence à Aeon's End justement. Par exemple, ici, donc on vous dit, pour le plus 2 par exemple,
including all the milestones plus 2 waves of content. Donc une wave, une deuxième wave. Vous choisissez parmi ce menu que vous avez ici, hein, donc vous avez 6 waves, donc 6 vagues différentes, et vous pourrez aller composer un petit peu votre menu du jour de Aeon's End pour aller vous faire une petite collection. Vous voyez d'ailleurs ici le jeu de base, hein, d'origine, que vous pourrez également, grâce à la Wave 1, obtenir, en plus de l'extension. Donc attention, il faudra ajouter quand même un montant assez conséquent, bien évidemment, mais c'est certainement un peu plus intéressant que de les prendre à l'unité. Donc allez voir, si vous n'êtes pas encore trop connaisseur de Aeon's End, mais que vous aimez le deck building, et que vous en avez entendu parler, que vous auriez toujours voulu l'essayer, c'est peut-être le moment. Attention, ceci dit, pas de drapeau ou de mention faite concernant la langue française. Donc, durant la campagne, à mon avis, ce sera pas disponible durant la campagne, à mon avis. Vous le trouverez en français, quoi qu'il arrive, dans quelques mois, dans quelques années, certainement, plus probablement. Mais au-delà de ça, bon, si vous êtes encore une fois relativement à l'aise avec l'anglais, que vous avez peut-être déjà le jeu d'origine en anglais, vous pouvez potentiellement foncer dessus. Il y a aussi des add-ons avec par exemple des tapis de néoprène, individuels ou non, mais également des packs d'accessoires, également des promo packs des différentes campagnes précédentes comme Outcast ou The New Age par exemple, et ainsi de suite. Je vais passer le how to play bien évidemment, on reste sur une mention honorable aujourd'hui. Et pour ce qui est des frais de port, pour l'Europe, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tout ça est fonction du niveau de pledge que vous allez choisir et de la quantité de jeux que vous allez y intégrer. Ensuite, pour le Canada, c'est 30, 45, 60, etc., etc. Je vous laisse regarder par vous-même. Et juste par curiosité, chez nous, on est donc au Japon, 35, 50, 65, c'est pas si différent que ça de nos amis canadiens. Bref, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Aeon's End Past and Future, donc la nouvelle extension qui a d'ores et déjà attiré 2267 contributeurs à 13 jours de la fin de la campagne. Je vous encourage pas spécialement à le backer puisque vous le trouverez quoi qu'il arrive en français d'ici quelques temps. Si vous êtes vraiment fan, prenez votre mal en patience. C'est pas comme si l'univers de Aeon's End était dépourvu de suffisamment de matière pour pouvoir y jouer un certain temps avant qu'il n'arrive en français. On continue avec Space Lane Trader. Et petit clin d'œil à l'un de nos célèbres et fidèles commentateurs, à savoir Anto, si tu nous regardes, hein, bien évidemment, je sais que tu nous regardes, parce que c'est un projet suédois et je sais que tu aimes les projets suédois qui nous viennent de Stockholm ici, et plus précisément de Arctic Lynx Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter. Et j'attendais ce projet avec impatience, pas parce que la thématique me plaît, si vous suivez le menu depuis suffisamment de temps, vous savez que moi, les jeux qui se déroulent dans l'espace intersidéral, etc., c'est pas spécialement ma came, même si j'ai rien contre a priori, j'aimerais bien tester, pourquoi pas, mais je l'attendais parce qu'il semble avoir certaines promesses en termes de gameplay qui le rendent intéressant, pas suffisamment à mes yeux pour aller le backer pour moi, mais je pense que c'est un jeu relativement intéressant au demeurant, et pourtant, ils se prennent une tarte au niveau de la gencive intérieure. 185 backers seulement, avec 11 200 € d'engrangés, on n'est pas encore financé, on est à peu près à 80% du seuil de financement, ça devrait pouvoir se faire si la campagne se poursuit, mais j'avoue que je ne serais pas surpris de voir la campagne être annulée dans les jours à venir parce que je pense que le jeu a un potentiel plus intéressant que ça, d'autant plus que vous le voyez ici avec ce petit logo français, enfin ce petit logo drapeau français, le jeu sera disponible en version française ou francophone, pour être un peu plus open disons, et pourtant vous voyez 185 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne, c'est tout sauf un gros succès. J'attendais très honnêtement un truc qui atteindrait facilement les 500 à l'issue de la première semaine. Je pensais que ce serait une sorte de primo-éditeur qui allait faire un beau petit succès pour se lancer dans le milieu. Et visiblement, c'est pas ce qui est en train de se passer. Et pourtant, vous avez déjà un petit aperçu ici. Visuellement, ça présente plutôt bien. Les retours sont plutôt dithyrambiques, mais ça, on a l'habitude sur Kickstarter et GameFound, quand il y a des retours de critiques, vidéastes, etc., c'est généralement très positif, évidemment. Mais quand même, je suis assez surpris de voir ce manque d'attrait pour le jeu, qui, en plus de ça, vous allez le voir par la suite, est pas si cher que ça. On verra un peu plus en détail. Bref, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Vous pouvez aussi prendre 2 copies du jeu. C'est peut-être un truc qui... Enfin, c'est peut-être là où le bas blesse en partie, même si je pense qu'il y a assez peu de groupes de joueurs qui peuvent se targuer d'avoir 8 personnes régulières dans leur groupe, susceptibles de pouvoir y jouer. Mais donc, vous avez l'opportunité de prendre 2 fois le jeu, donc 2 copies du jeu, pour pouvoir jouer de 1 à 8 joueurs au lieu de 1 à 4 joueurs. Sachant qu'il y a également 2 campagnes dans ce jeu qui vous permettent de jouer exclusivement jusqu'à 8 joueurs, donc plutôt à 6 à 8 joueurs, je crois, par équipe de 2, il me semble.
pour 12 ans et plus, et des parties de 90 à 120 minutes. Donc des parties relativement longues, c'est un jeu un petit peu poussé, avec beaucoup de gestion, de commerce notamment. Vous allez le voir, on a beaucoup de plateaux avec beaucoup de cubes en bois qu'on va déplacer dans tous les sens. Donc pas mal de données à prendre en compte, mais au-delà de ça, c'est assez intéressant. Alors, qu'est donc Spaceline Trader? Alors c'est un jeu avec des petites miniatures, vous aurez chacun un vaisseau. Chaque joueur va incarner un marchand dans un système solaire dans lequel une sorte de, de grande union interstellaire a ouvert les portes au commerce privé. Jusqu'à maintenant, c'était cette sorte de grosse corporation qui s'en occupait par elle-même, mais ils ont ouvert le marché, un truc un peu plus libéral, disons. Et donc tout le monde s'y met un petit peu de son côté, et vous allez chercher à devenir le plus riche marchand de cette galaxie, on va dire. Bref, il y aura énormément de choses à faire dans ce jeu, à commencer par du pick up and deliver. Donc vous allez chercher sur certaines planètes des ressources. Attention, vous avez un petit aperçu ici avec le plateau des prix. En gros, c'est un petit peu la bourse. Il y aura différentes ressources disponibles sur différentes planètes, et le coût de ces ressources va varier en fonction des tours. À savoir que par exemple, si aucune ressource d'un type A, par exemple, n'a été vendue le tour précédent, eh bien sa valeur va monter parce qu'elle sera considérée comme étant une ressource rare dans la période que vous traversez. Et par contre, si vous en vendez une blinde au tour suivant, sa valeur va énormément baisser parce qu'il y en aura à foison. Bref, ensuite du commerce qui pourra se faire entre les joueurs, mais également, je crois, entre des joueurs et une sorte d'intelligence artificielle, enfin des PNJ, donc des personnages non joueurs. Vous aurez également du développement de personnages, puisque chaque personnage va avoir donc une piste, enfin 4 pistes d'ailleurs d'évolution, y compris une, je me demande, je ne suis pas encore sûr, j'ai pas vérifié, la Special ici, qui est certainement un petit peu asymétrique, mais il faudra aller vérifier. J'ai pas pris le temps aujourd'hui, malheureusement, j'avais des courses pour bébé à venir. Bref, quoi qu'il en soit, vous pourrez aussi développer votre vaisseau. Il y aura 4 types de vaisseaux en début de partie, mais vous pourrez aussi aller en acheter 2 autres par la suite, ou vous pourrez aussi vous contenter d'aller upgrader le vaisseau que vous aurez de base, pour le rendre plus puissant, pour le rendre plus rapide, pour le rendre plus maniable, pour le rendre également plus, facile à défendre, plus puissant défensivement parlant. Ensuite, il y aura également des événements qui viendront s'incorporer à la partie, des événements qui viendront là encore faire entrer dans la danse certains personnages non joueurs, qui vous permettront d'aller accomplir une sorte de petite quête secondaire, en gagnant au passage de l'XP, comme vous pouvez le voir ici. Bref, tout un tas de trucs à prendre en compte dans une partie, et ça a l'air relativement intéressant, le tout pour 59€. Non, le tarif n'est pas pété visiblement. C'est pas non plus un jeu qui déborde de matériel ras la gueule comme on a pu le voir ici. La présence sur table est relativement classique. Donc on pourrait peut-être dire que 59€, bon, c'est pas trop cher certes, mais c'est pas non plus donné. Mais bon, c'est pas trop déconnant, je trouve. Ensuite, si vous prenez le Pledge Tycoon, donc pour avoir 2 copies du jeu, ce qui vous permettra de jouer potentiellement jusqu'à 8 en équipe de 2 par exemple, plus également 2 campagnes supplémentaires, c'est une campagne avec 2 plateaux, excusez-moi, je me trompais, plus quelques cartes supplémentaires avec de nouveaux scénarios digitaux aussi, enfin en version digitale. Donc tout ça est pas déconnant, surtout que si on se contente à mon avis du Trader Pledge qui est largement suffisant à 59€, et pourtant ça marche pas des masses. Donc on va aller voir rapidement un petit peu le reste, je vous laisse un petit peu, quand je fais défiler la page, voir un petit peu à quoi ça ressemble, un petit peu l'évolution justement des prix de telle ou telle ressource en fonction de leur quantité, de la façon dont on les a vendus dans les tours précédents, etc. Un petit aperçu des différents événements qui pourront impacter positivement comme négativement votre évolution, également certains personnages qu'on va entreapercevoir, ainsi que certains vaisseaux avec leur propre miniature, chaque vaisseau est unique. Bref, vous découvrez un petit peu ça en même temps que moi. Vous pouvez aussi découvrir le jeu sur Tabletop Simulator d'ores et déjà, pour vous faire un petit peu la main, pour vous faire également une première impression. Vous me direz éventuellement si vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé, mais le jeu semble avoir des promesses intéressantes en tout cas. Ensuite, on va passer directement au Fredport, voilà, j'avais perdu le mot, alors qu'on passe en revue également tous les personnages que vous pourrez prendre en main, le marchand par exemple, le prêtre, enfin pas le prêtre mais le prêcheur on va dire, la scientifique, la soldat, le pirate, parce que vous pourrez aussi devenir des pirates, j'avais oublié de le mentionner, mais ça aussi, ça peut être une opportunité assez intéressante de devenir un pirate
pour aller justement aller s'aborder et voler les ressources de vos adversaires autour de la table par exemple. Donc tout un tas de trucs intéressants. Et donc les frais de port, disais-je, il y a beaucoup d'informations sur la page, elle est peut-être un petit peu trop fournie, ça c'est peut-être un reproche qu'on peut leur adresser également. On prend beaucoup de temps pour atteindre les frais de port, mais les voici enfin. Alors donc, si on prend un jeu ou deux jeux, les frais de port sont évidemment un petit peu différents, mais pas tant que ça quand même. Donc pour l'Union Européenne, on est sur du 19 à 23 euros de frais de port pour une copie, 24 à 28 pour deux copies. Pour le Canada, 19, 23, 26, 30, un tout petit peu plus cher. Suisse, 32, 35, 33, 36. Et juste par curiosité, pour nous qui sommes dans la première étoile, Rest of Asia avec la petite étoile, 28, 32, 35, 40. C'est pas si différent de nos amis canadiens par exemple. La TVA n'est peut-être pas mentionnée. Enfin, si, il y a VAT ici, donc TVA, mais y a-t-il plus d'informations ? Alors oui, la TVA sera chargée dans le Pledge Manager. Oui, donc vous devrez payer la TVA dans le Pledge Manager. Ça sera ça en plus à ajouter, bien évidemment. Mais bon, vous connaissez un petit peu la chanson désormais. Ça fait quand même au moins, à minima 6 mois, mais même plus 1 an que c'est le cas de plus en plus sur Kickstarter, GameFund et compagnie. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve le jeu relativement intéressant, mais il semble passer sous le radar, ou en tout cas faire preuve d'une sorte de désamour de la part des potentiels backers. Parce qu'on n'est pas sur une grosse semaine. Alors certes, les semaines précédentes, il y a eu quelques projets assez intéressants qui ont peut-être coûté assez cher à certains backers qui donc du coup se refusent de s'aventurer dans l'aventure de Space Lane Trader, mais quand même, je m'attendais à un résultat bien plus concluant, bien plus convaincant que celui auquel on fait face actuellement. On verra bien d'ici quelques jours, c'est pas impossible que ça annule, et ma foi, j'aurais presque pour une fois tendance à leur recommander d'annuler, de revenir plus tard, parce que je pense que le jeu a le potentiel pour faire un petit peu mieux que ça. Quoi qu'il en soit, 185 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne pour Space Lane Trader. Pire encore que Space Lane Trader en matière de tarte dans la tronche, Enigma Crime Scene Chicago and Sicily se place bien avec 30 backers. Oui, 30 backers à l'heure actuelle, à 19 jours avant la fin de la campagne. 3230 € d'engrangés, ça va largement suffire puisqu'on est à 64% du seuil de financement, ils vont aller les chercher tranquillement. C'est un petit jeu d'enquête parmi de nombreux jeux d'enquête du même genre, rejouable, qui peut être joué en coop mais également en compétitif, mais également avec un petit mode un petit peu traître dans lequel un des joueurs va incarner justement un malfrat en gros. Et en plus de ça, chose assez étonnante, c'est que c'est un jeu qui avait déjà connu une campagne sur Kickstarter. C'était, que je retrouve la date rapidement, en 2021. C'était l'année dernière, du coup, à la même période, 24 mai, 23 juin. Ils avaient sorti le jeu sur Kickstarter, ça avait attiré 526 contributeurs, ça avait engrangé 58 989 €, donc c'était plutôt un assez joli succès. Vous retrouvez quasiment trait pour trait la campagne copier-coller sur GameFound désormais. C'est quasiment la même chose, vous le voyez. Toujours la même chose, avec donc cette fois-ci Sicile et Chicago, là où l'on trouvait précédemment la Sicile, Chicago et deux autres lieux, si je me souviens bien. Voilà, ici New York et Londres également. Bon, écoutez, bizarre, je ne sais pas quoi en penser, il y a moins de matos apparemment, enfin si je comprends bien. Et pour l'instant, ça marche pas terrible. Ceci dit, je le présente rapidement quand même parce que vous l'avez peut-être entreaperçu ici, mais le drapeau français y figure, donc le jeu sera disponible en français, si tant est qu'il réussisse à financer. Bon, il aurait déjà réussi à financer une fois, il n'y a pas de raison, mais pour l'instant ça se passe pas terrible. Donc c'est un jeu avec des enquêtes que vous pourrez rejouer, avec en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, une facette un petit peu coop, une facette compétitive et une facette avec un traître au milieu. Donc c'est pas spécialement dénu d'intérêt, mais c'est pas non plus très original en soi. Ça fait un petit peu vu et revu, il faudra trouver le coupable, l'objet avec lequel il aura potentiellement tué telle ou telle personne, etc. Enfin, il y aura des enquêtes, il y aura des indices, il y aura des personnes. Voilà, en gros. J'ai rien de très particulier à dire au-delà de ça. On va quand même aller rapidement retrouver les rewards. Donc en gros, les niveaux de pledge de la campagne, avec ici le Early Bird qui pique un petit peu sa maman, on le dit clairement, 122 € le Early Bird. Ça fait cher, mais pour une Deluxe Edition, alors je vais pas rentrer dans les détails concernant le Deluxe, mais en gros vous aurez
des composants un petit peu magnifiés, avec en plus de ça apparemment donc New York et Londres qui seront aussi présents, avec Miami et Silicon Valley également, donc il y aura des nouveaux endroits apparemment. Ok, donc c'est un jeu qui inclut Chicago and Sicily, mais aussi 4 nouveaux emplacements, New York, Londres, Miami et Silicon Valley, en sachant que Londres et New York étaient déjà présents dans la campagne sur Kickstarter, donc c'est pas vraiment new, mais bon, bref, on aura aussi un dollar métallique, donc une pièce quoi en gros, on aura également un bitcoin, tiens, une pièce de bitcoin, pourquoi pas, on aura aussi un secret coin, donc encore une pièce secrète. Ensuite, on aura des journaux qui sont apparemment partie prenante du jeu. On avait déjà vu le truc un petit peu plus haut. On a des journaux sur lesquels on pourra aller lire et trouver certains indices. Je ne sais pas si on les retrouvera ici. Bref, quoi qu'il en soit, on passe. Ça va prendre trop de temps. Le petit dollar métallique, attention. Le bitcoin, bien reproduit pour le coup. On aura même des, comment dirais-je, de l'outillage pour des preuves avec par exemple ce petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref un rouleau de scotch et une sorte de petit pinceau pour épousseter les preuves. Ça peut être assez intéressant, ça peut être assez immersif quoi qu'il en soit. Bref, de nouvelles enquêtes si vous prenez donc ce Early Bird à 122. Ensuite, Chicago and Sicily, donc le même jeu que précédemment sorti sur Kickstarter pour 49€. Le Early Bird 45 pour l'acheter un petit peu moins cher, mais je ne sais pas s'il est encore disponible actuellement. Et ensuite la Deluxe à 129 une fois que le Early Bird sera disparu déjà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je ne vais pas passer non plus trop de temps sur ce projet qui en plus a déjà connu une sortie sur Kickstarter l'année dernière. Si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, parce que pour l'instant, ma foi, ils sont en train de se prendre une tarte de forain derrière la nuque, ça se passe pas du tout bien sur GameFound. Voilà pour Enigma Crime Scene, Chicago and Sicily, plus potentiellement New York, Miami, etc. Version française disponible, si vous êtes amateur du genre, ça peut être un jeu pour vous, mais pour l'instant, ça se passe pas très bien pour eux. On continue avec Nut Hunt. Et ma foi, ça pourrait presque faire l'objet d'un gros projet de la semaine. Je le laisse dans les petits projets parce que mine de rien, c'est pas non plus un truc qui va attirer 3000 contributeurs, mais je recommanderais quand même de s'y intéresser. C'est un truc relativement familial, à partir de 10 ans et plus malgré tout, on n'est pas sur du 7 ans et plus par exemple, mais ça reste abordable, assez facile à prendre en main. Pour 1 à 5 joueurs, donc qui dit 1 à 5 joueurs dit mode solo débloqué, disponible en tout cas, d'entrée de jeu, pour des parties de moins de 30 minutes, donc un jeu très facile à sortir, même pendant une pause au bureau par exemple, ça peut se tenter. Et en plus de ça, la direction artistique, vous allez le voir, est plutôt très soignée. Moi, le premier truc que j'ai vu, bien évidemment, comme tout le monde, c'est la boîte. Et j'avoue que la boîte m'a pas du tout attiré. Et en fait, quand on se penche un petit peu sur le sujet de Nut Hunt, on se rend compte qu'il y a un vrai jeu derrière et que ça a l'air relativement intéressant. D'ailleurs, 450 personnes s'y sont pas trompées, on a déjà backé en masse malgré tout, puisque c'est un premier projet de Jasper Pine Island Games, donc nouvel éditeur, primo-porteur sur Kickstarter, et 450 contributeurs en moins d'une semaine, c'est plutôt un très joli résultat. Faut dire que les illustrations sont très soignées. 15 000 € d'engrangés à 19 jours de la fin de la campagne, on est donc largement financé pour l'instant. Vous avez un petit aperçu de la présence sur la table, de l'aperçu visuel un petit peu de ce à quoi ça pourrait ressembler sur la table, et c'est pas vilain, c'est coloré, et ça devrait plaire au plus grand nombre. Bref, vous êtes en gros des écureuils dans un joli petit bois, et vous avez pour mission d'aller stocker bien évidemment tout un tas de noisettes et autres noix en tout genre, mais attention, vous avez un renard qui vous course, et vous pourrez également utiliser ce renard à bon escient pour aller, répartir, faire peur aux autres écureuils des adversaires, ou également faire en sorte qu'il arrive vers vous, essayer de faire en sorte qu'il arrive vers vous au moment propice, au moment le plus approprié, pour pouvoir vous réorienter sur d'autres tuiles, puisque vous le voyez, le plateau central est composé de tuiles hexagonales. Alors, voyons voir un petit peu de quoi il s'agit. Déjà, vous avez des composants tout mignons. On va avoir un tas, mais vraiment un tas, vous allez voir, de petits écureuils avec leurs petits meeples. Pour l'instant, pas de screen print, mais ça pourrait venir potentiellement avec des stretch goals. Et puis également ce petit renard tout mignon également, même si c'est un petit peu la némésis des écureuils dans ce jeu, mais lui, il est tout mignon malgré tout. Bref,
un niveau de pledge et seulement un, et ça aussi c'est à saluer, c'est quand même assez rarement le cas sur Kickstarter, mais c'est toujours plaisant quand c'est le cas, ça allège mon travail, et en plus de ça, ça évite de tergiverser 50 ans en se disant qu'est-ce que je vais rater, ma FOMO me parle, que fais-je de ça? Non, ici vous avez un seul pledge à 35$, donc pas spécialement très cher non plus, le prix lui aussi est plutôt abordable, 35$ pour donc ce qu'on va voir un petit peu plus bas, 101 meeples. Alors il y aura donc le meeple de renard, une tonne de meeples d'écureuils et puis également des petits nids d'écureuils. Ensuite 100 cartes de noix, on y trouvera différents types de noix, des noix de pécan par exemple, ou des marrons et ainsi de suite. Ensuite 45 cartes d'objectifs qui font généralement référence à un lieu et puis un nombre de noix peut-être, je ne sais pas. Là j'ai pas cherché suffisamment en détail. Ensuite les fameuses tuiles que l'on voyait au milieu du plateau central, enfin qui composent le plateau central, et vous le voyez, c'est très très joli. Tout ça est très joliment illustré, même d'ailleurs les noix, hein, c'est très très réaliste, très beau. Les tuiles donc très jolies, avec chacune des tuiles qui proposera bien évidemment une action potentielle différente, des noix de type différentes également, disponibles ou pas dans telle ou telle zone. Ensuite, on aura également une tuile de renard, avec, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque en début de tour, vous allez nécessairement jeter ce dé orange renard, bien évidemment, c'est bien pensé, hein, c'est de la science. Et donc si vous jetez ce dé et qu'il tombe sur un 2, eh bien évidemment, vous allez déplacer le renard en haut, à droite, bien évidemment. Ah, c'est perspicace tout ça, c'est très, très facile à suivre. Bref, on passe. Ensuite, on avait quoi d'autre? Ah oui, quelques petits gifs qui vont certainement mettre 3 plombes à se charger, puisque à chaque fois que je veux faire une présentation détaillée, eh bien ça prend 3 plombes, mais non, là pour l'instant ça se charge plutôt pas mal. Donc en début de tour, vous allez nécessairement déplacer le renard, lancer un dé, et en fonction du résultat du dé, vous allez donc avoir une direction. Ici par exemple on a un 2, vous voyez ça va se déplacer ici par exemple. Donc là il n'y a pas de problème, mais par contre s'il se déplace sur un lieu où il y a des écureuils, eh bien les écureuils vont devoir se disperser. Et s'il se déplace sur une tuile avec écrit forage, il va faire apparemment tomber des noix de différents types en fonction du lieu dans lequel il se trouve. Ensuite, on aura des actions optionnelles telles que recruter des écureuils, parce que oui, vous pourrez recruter des écureuils. Ce sera d'ailleurs l'un des objectifs importants de ce jeu, puisque vous devrez, je crois, il me semble, aller amasser 4 écureuils, si je me souviens bien, sur un même lieu pour qu'ils aillent faire un nid ou un truc comme ça. Ensuite, vous pourrez aller harceler un petit peu le renard pour qu'il joue en votre faveur, en quelque sorte. Et puis également vous pourrez essayer d'aller compléter donc certains objectifs parmi les cartes que l'on a vues précédemment. Et ensuite, lorsque 3, ce n'était donc pas 4 mais 3, lorsque 3 écureuils se rencontrent sur une même tuile, eh bien ils vont former, on va dire, enfin c'est écrit en anglais form, mais donc ils vont aller faire un nid tout simplement. Et le jeu se termine lorsqu'un joueur réussit à poser son 4e nid sur le plateau général, sur le plateau global. Et à partir de là, ça ne veut pas forcément dire que vous allez gagner, il faudra compter les points en fonction des noix que vous aurez, de quel type, etc. Mais bon, bref, tout un tas de très jolies illustrations, des meeples très mignons, une direction artistique généralement très belle. Par contre, je trouve qu'il y a un truc qui vraiment, moi, me plaît pas, c'est les stretch goals. Les stretch goals... les stretch goals eux-mêmes me dérangent pas du tout, il y a des trucs certainement intéressants, on verra ça par la suite, mais je crois déceler un truc très étrange. À savoir ici qu'on nous dit qu'il faudrait atteindre une telle somme avant telle date. Je suis pas sûr de bien comprendre. Certainement que ça a été détaillé dans les actualités, peut-être, ou dans les commentaires, peut-être. Mais ici, comme ça, quand on arrive ici, on se dit, est-ce qu'il faut atteindre 30 000$ pour le débloquer? Ou est-ce qu'il faut atteindre nécessairement 20 000$ avant le 13 juin? Comment ça se passe? C'est pas clair. Et si c'est le cas, s'il faut débloquer les 20 000$ avant le 13 juin, ça veut dire, enfin c'est une super bonne manière de se tirer une balle dans les 2 genoux de la part de l'éditeur, quoi. Parce que si jamais tu le dépasses pas le 13 juin mais le 14, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le stretch goal disparaît? Je sais pas. Bref, si vous avez fouillé la campagne de fond en comble, ou de manière en tout cas bien plus précise que moi, dites-le moi, écrivez-le en commentaire pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement. J'ai pas cherché plus que ça, par manque de temps cette semaine. Mais je trouve ça un petit peu bizarre, 30K, 20K, une date, comment ça se passe? Mais bref, on verra bien de quoi il retourne lorsque le jeu fera son apparition dans le suivi du menu crowdfunding, lorsqu'il entrera dans sa dernière dizaine de jours de campagne, on verra bien.
En tout cas, je me délecte des illustrations que l'on peut voir ici, c'est vraiment très 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 joli. C'est un jeu que j'aimerais bien tester, notamment avec mon neveu, et à terme, dans 7-8 ans, avec mon fils, peut-être, on verra. Vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator, si vous l'avez déjà fait ou si vous comptez le faire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à nous faire potentiellement vos retours sur expérience également. Il y a également une version print and play pour l'essayer également. Il y a des vidéos en how to play également pour vous dire un petit peu comment jouer, ça évite d'avoir à lire tout le livre de règles, certaines personnes ne sont pas très fans, bref, vous faites ce que vous voulez. Allons voir directement maintenant les frais de port qui se trouvent ici. Alors les frais de port pour le Canada c'est du 14$ ou 21$ si vous prenez 2 copies du jeu. Pour l'Union Européenne, bon, c'est aussi je pense une des raisons pour laquelle peut-être on manque un petit peu de backers européens potentiellement. 21$, pardon, pas d'euros, 21$ de frais de port pour un jeu qui coûte 35. Bah, ça fait quand même les 2 tiers du prix de frais de port. Ça fait quand même un petit peu cher, d'autant plus qu'il n'y a pas de mention faite concernant la TVA. Qu'en est-il de la TVA? Sera-t-elle chargée dans le Pledge Manager comme c'est souvent le cas? Là-dessus, je ne saurais pas vous répondre. 39 si vous prenez 2 jeux, ben, du coup ça fait même pas d'amortir tant que ça, puisque ça fait quand même plus 18, donc c'est quand même pas très intéressant de prendre 2 copies du jeu au demeurant. Quant à nous qui sommes en Asie, parce que moi ça m'intéresse très clairement, c'est un jeu que j'aimerais bien par exemple ne serait-ce que offrir à mon neveu, et bien si on se penche un petit peu sur les frais de port, pour l'Asie, un jeu, 45$ de frais de port. Merde! C'est quand même difficilement acceptable ça quand même. 90 d'ailleurs si vous prenez 2 jeux. Du coup, quel intérêt d'aller prendre 2 jeux pour avoir juste le double des frais de port? Je vois pas très bien l'intérêt, autant le prendre à l'unité. Bref, bon, pour nous, en Asie, c'est mort. Pour vous, en Europe, ça reste encore peut-être quelque chose de relativement acceptable. Je sais pas s'ils rendront les pledges groupés possibles durant la campagne, à voir. Le jeu a l'air plutôt très sympa, très joliment illustré. C'est tentant, mais bon, c'est vrai que les frais de port sont peut-être assez conséquents. Mais au-delà de ça, c'est un jeu que j'aimerais bien essayer. C'est un jeu que j'espère retrouver un jour peut-être dans le commerce. Ça évitera d'avoir à le payer aussi cher. Je devrais ajouter avant de terminer l'intervention sur Nut Hunt que malheureusement, pour l'instant en tout cas, pas de version française à l'horizon. On continue avec Tsuro, jeu à connotation japonaise, parce que Tsuro signifie le chemin, peut signifier le chemin, et entre autres choses. Jeu que vous connaissez certainement, c'est un jeu qui a plus de 10 ans si je me souviens bien connu des amateurs, des ludistes en tout genre, un jeu abstrait dans lequel vous allez devoir composer des chemins et exclure votre adversaire de la map centrale. En gros, j'essaie de retrouver un petit peu ça pour illustrer un petit peu mes propos, mais pour l'instant je galère. Voilà, ici, vous allez donc poser des tuiles l'un après l'autre, et en fonction des tuiles que vous avez posées, vous allez orienter votre adversaire vers l'extérieur du plateau. Le premier qui réussit à faire sortir son ou ses adversaires du plateau l'emporte. Et également, si vous vous confrontez les uns aux autres, il y aura aussi des éliminations. Mais, la différence avec le jeu d'origine, le Tsuro que l'on connaît tous, ou presque, c'est qu'il nous revient ici avec une édition deluxe de la mort qui tue ses parents. Oui, la faucheuse est passée par là. 590 contributeurs, on pourrait se dire que c'est pas énorme parce que bon, c'est un jeu quand même très connu, mais en même temps, s'il est déjà très connu, c'est qu'il a déjà vendu beaucoup de copies, donc il n'a pas forcément besoin de repasser par Kickstarter. Mais il revient donc avec cette version deluxe qui vient coûter très clairement. Alors je suis pas très au fait, vous allez me dire que je suis déconnecté de réalité, mais en fait j'habite au Japon, moi, donc je n'y connais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais j'ai l'impression que ça coûte un quart de SMIC. Je suis plus trop à jour, peut-être sur le SMIC, je sais pas. J'ai l'impression. Vous allez me dire, vous me confirmerez ou vous m'infirmerez ça en commentaire. On va aller voir directement le prix, parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul pledge. Enfin, il y en a 2, mais bon, il n'y en a qu'un seul pledge qui est vraiment viable. 350$. Autrement dit, 333€. Un quart de SMIC, donc un SMIC ça ferait 1200, 1300€. C'est à peu près dans les clous, je pense. Bref, 350$ les jeux de Tsuro. Voilà. Alors oui, vous allez le voir, c'est magnifique. Il vient dans un coffret en bois gravé, c'est très beau. Les petits jetons sont remplacés par des miniatures en métal, c'est magnifique. Vous les voyez ici.
elles sont très 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 belles, elles sont en métal, donc ça coûte évidemment très cher. Les règles elles-mêmes sont écrites et imprimées sur un putain de rouleau de bambou. Voilà, hein, au-dessus c'est le soleil. Que dire au bout d'un moment? Là c'est de la deluxification à l'extrême, à ne plus savoir qu'en faire. Les tuiles revues et améliorées avec une épaisseur assez conséquente, le tout dans un petit sac en satin, messieurs, dames. Je veux dire, même, je vais pas des draps en satin, je vais avoir un petit sac de tuiles en satin. Ah, ça fait envie, mais quand même, c'est très très cher. Et ensuite le petit playmat, avec le petit effet un petit peu vieilli comme ça, artificiellement certes, mais c'est quand même du plus bel effet. Les miniatures, qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, en métal, celle-ci, alors je sais pas si, je sais pas si c'est véritablement de l'or, mais ici, Shining Gold Statuette, je doute que ce soit véritablement de l'or, mais bon, c'est écrit Shining Gold Statuette. C'est pas écrit golden qui voudrait dire doré, c'est écrit gold qui veut dire or, donc je sais pas, vous me direz. Bref, et puis également un petit certificat d'authenticité signé par le concepteur du jeu, l'artiste du jeu et l'éditeur. Donc voilà, c'est Tsulo, mais c'est Tsulo deluxifié très très fortement. On a rarement vu une version deluxe de ce niveau-là, qui plus est pour un jeu abstrait. Et voilà, c'est quand même vraiment classe, les règles comme ça sur un petit rouleau de bambou, voilà, je veux dire, ça donne envie, certes. Et du coup, moi qui m'étais... Bon, je connaissais le jeu de nom, mais je m'étais jamais vraiment intéressé plus que ça à Tsulo, et ben ça m'a donné envie d'y jouer, vous voyez. Et c'est le but, bien évidemment. Mais si je devais y jouer, ce serait plus certainement sur l'édition de base, puisque, bon, je vais pas aller vous faire la démonstration, ce serait faire de la publicité de tel ou tel site, mais en gros, vous pouvez le trouver dans des boutiques ou des boutiques en ligne pour quoi, 25-30 euros le jeu. Je vais pas multiplier le prix par 10 juste pour ces beaux yeux, pour avoir des figurines en métal, un tapis en néoprène, etc. etc. Faut pas pousser non plus, mémé dans les orties. Par contre, il faut utiliser des expressions comme ça, plus usitées depuis 60 ans. Voilà, donc pousser, mémé dans les orties. Voilà. Ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. On va aller rapidement voir... 350 $, bref. On va aller rapidement voir les frais de port qui sont ici. Alors ça dépend si vous prenez un ou deux jeux, parce qu'en fait les deux pledges que vous voyez, hein, je vous dis le seul qui est viable c'est celui-ci, 350 $, l'autre en fait c'est juste prendre deux jeux. Alors donc pour un jeu, attention, ça va piquer aussi. Un jeu en frais de port, attention, préparez-vous, couchez les enfants, bouchez les oreilles de mamie, 141 $ de frais de port. Ouh. 172 si vous prenez deux jeux. C'est tout de suite bien plus abordable. Non, je déconne, ça l'est pas. Par contre, miracle, la TVA est incluse dans le pledge. Et ça, c'est beau. Mais quand même, 350 $ plus 140 $, 490 $ Tsulo. Au bout d'un moment, je préfère bouffer du sable. Voilà, très concrètement. Et pourtant, c'est très beau, ça donne envie. J'aimerais bien jouer à Tsulo. J'ai jamais eu autant envie de tester Tsulo, qui est un petit jeu abstrait qui, c'est vrai, a l'air d'avoir un gameplay vraiment solide et assez sympa sur le papier. Mais de là à aller dépenser 350 plus 140 de frais de port pour vous, parce que j'ai même pas regardé pour l'Asie, je suis complètement dépassé. Non, juste non. Mais quand même, près de 600 contributeurs qui ont les moyens, et si vous les avez, tant mieux. Si vous les avez, prenez-le. Si vous êtes fan de Tsulo et que vous adorez le Deluxe, aucune raison de s'en priver. Il reste 20 jours avant la fin de la campagne. On devrait, mine de rien, aller chercher les 1000-1200 contributeurs malgré tout. Et déjà, 200 000 € d'engrangés avec seulement 600 contributeurs. Ça en dit long sur le prix du jeu. Quoi qu'il en soit, voilà pour Tsulo Luxury Limited Edition. Tout petit point sur Game on Tabletop avec la campagne de Super Meeple pour la version francophone de Coffee Traders qui a connu un assez beau succès. C'est la version française qui arrive donc par Super Meeple. Il a reçu le diamant d'argent 2022 ou était finaliste, j'ai oublié. Là on a un logo diamant d'argent mais je crois qu'il n'était que finaliste. Bref, je crois que c'est affiché un peu plus bas dans la campagne. Et puis il a le célèbre Seal of Approval
par la chaîne YouTube, la grosse chaîne YouTube mondiale du jeu de plateau, à savoir The Dice Tower. Attention, c'est le Seal of Approval gris argenté et non pas jaune doré. Donc c'est pas le summum non plus. Bref, quoi qu'il en soit, version francophone de Coffee Traders. Alors, je suis un petit peu teubé, je sais pas, j'ai un QI à 2 chiffres qui ne me permettent pas bien de comprendre ce que veut dire ce tirage limité 1000 exemplaires, stock 700 exemplaires. Je fais pas la bascule dans ma tête, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Bref, vous me direz, j'ai pas cherché non plus plus d'explications que ça, faut dire. Bref, quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir la campagne. Comme souvent sur Game on Tabletop, c'est 100% écrit en français, donc vous pouvez découvrir le jeu par vous-même. Il y avait une vidéo récente des recettes ludiques qui le présentent également, suite au Diamant d'Or 2022. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 30 minutes la partie par joueur. Donc attention, si vous jouez à 4 joueurs, vous faites la petite multiplication, ça fait tout de suite 120 minutes. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir par vous-même. Les règles sont disponibles en version française ici. La campagne elle-même est dans son ensemble présentée en français, donc j'ai pas grand-chose de plus à vous apporter par moi-même. Donc voilà, un jeu assez réputé. Le Diamant d'Or, c'est généralement des jeux assez heavy, comme on dit, donc des jeux assez complexes, avec une profondeur de gameplay assez conséquente. Donc si vous vous lancez actuellement dans votre, dans votre ludothèque, qui ne comporte que 2 jeux pour l'instant, c'est peut-être pas celui sur lequel il faudrait s'orienter, mais en même temps, si vous suivez le menu crowdfunding, je doute que vous en soyez à vos débuts dans le monde du ludique. Donc bon, vous me direz ce que vous en pensez, si la version française vous attire. De toute façon, très honnêtement, le jeu atteindra les boutiques à terme, donc j'ai pas très bien compris. J'aurais dû chercher sur Quoud avant de faire la vidéo, parce que j'avoue que moi de mon côté je comprends pas très bien l'intérêt de faire une campagne de financement participatif pour un jeu qui certainement de toute façon arrivera en boutique. Mais je me trompe peut-être qu'il n'arrivera pas en boutique, mais ça m'étonnerait puisque ça vient quand même de Super Meeple qui est un habitué des jeux qui sortent en boutique en masse, donc bon, je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, les nouveaux pledges, les contreparties, comme on dit en français, 120 €, c'est pour aller acheter le jeu directement et livraison chez vous, donc de base. Par contre, vous avez également le pledge qu'on a souvent vu chez la boîte de jeu, si je ne me trompe pas, ou chez Matago, je ne sais plus, peut-être chez Matago peut-être plutôt, qui vous permet de les payer en 2 fois. 60 € maintenant, 60 € ensuite en retrait en boutique. Voilà, donc ça avait aussi l'occasion d'aller apporter un petit peu une pierre à l'édifice pour la bonne vie, la pérennité de votre boutique locale. Voilà, ensuite les frais de port, donc pour la France, si vous le faites livrer chez vous pour le pledge, par la contrepartie à 120 €, c'est gratis. Même chose pour la Belgique, même chose pour la Suisse. Pour nos amis canadiens, c'est quand même un continent différent, donc on fait payer un petit peu plus cher. 15 € de frais de port, ça reste tout à fait abordable. Et ensuite 30 € pour les dom-toms, ou en tout cas les DOM, je ne vois pas les toms, mais bref. Et c'est à peu près tout ce que je vais vous dire, parce que pour le reste, vous pouvez largement aller découvrir le jeu par vous-même. Mais en tout cas, Super Meeple, et ils vous le rappellent d'ailleurs, et ils ont raison de le faire, c'est quand même un éditeur passé maître en la matière de publication de jeux relativement experts, ne serait-ce que ces derniers temps avec Ark Nova, mais également avec Anachronie, Tricerion, Gloire à Odin, Maracaibo, et en veux-tu, en voilà. Donc plutôt un éditeur digne de confiance, reste à savoir, et si vous le savez vous-même d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire encore une fois, la raison d'une campagne de financement participatif pour un jeu de Super Meeple en version francophone. Et pour l'instant d'ailleurs, ça n'est pas un très joli score, puisqu'on est seulement à 30 souscripteurs, 30 contributeurs à ce jour, 2940 € d'engrangés, c'est pas la grosse joie. Quoi qu'il en soit, voici pour Coffee Traders, une campagne qui pour l'instant se passe pas génialement, mais qui devrait quand même voir le jour sans trop de problèmes. On enchaîne avec le jeu que j'ai certainement le moins étudié de cette semaine, donc l'intervention va pas être très qualitative à mon avis, mais bon, on va tenter quand même le coup. Il s'agit de Journey Adventure Quest, autrement intitulé Jack. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 12 ans et plus, et des parties d'environ 60 minutes. Et vous le voyez désormais, enfin d'ores et déjà plutôt que désormais d'ailleurs, puisque c'était apparent dès le début de l'intervention, 11 300 € d'engrangés sur 19 000 nécessaires, ça se passe pas hyper bien pour Jack, dont c'est, oui c'est ça, Triceratops, voilà je galère, Triceratops en anglais j'imagine, Games dont c'est le premier projet, voilà, donc primo éditeur sur Kickstarter.
et pour l'instant, peut-être aussi que justement ce manque de connaissance du public de cet éditeur fait que bon, ça attire pas tant de monde que ça. Au-delà de ça, c'est vrai que la direction artistique, bon, sans être vilaine, est pas magnifique, hein, soyons honnêtes, c'est pas très joli, sans être tout à fait vilain. Bref, je le disais, 12 ans et plus, 2 à 6 joueurs, 60 minutes de la partie. C'est un jeu de draft, mais également de card stacking, donc d'empilement de cartes apparemment, de magique et de boss battling, donc de combat de boss. Ensuite, continuons, le pledge de base ici, vous le voyez, 49$ pour le jeu, plus tous les stretch goals qui l'accompagneront. Mais ce n'est pas forcément le seul niveau de pledge, on a aussi un champion pledge à 75$ qui inclura donc le jeu tel que vu dans le Hero Pledge, mais également 6 playmats, 6 plateaux de joueurs individuels. Donc une sorte de upgrade matériel, va-t-on dire. Ensuite, vous avez aussi quelques exclusivités Kickstarter durant la campagne, des petits, un pack à l'effigie de l'éditeur, hein, avec ici Triceratops, bref, que des trucs en relation avec l'éditeur lui-même. Bref, pas très intéressant en soi et pas très nécessaire. On continue, sachez également d'ailleurs que vous avez une version, pas une version du tout d'ailleurs, une vidéo en français par l'école du jeu qui présente le jeu, c'est Sylvain qui nous présente le jeu. Donc allez voir la vidéo pour en apprendre bien plus certainement que vous n'en apprendrez au travers de cette petite présentation. Sylvain d'ailleurs qui nous dit que c'est un jeu très sympa de draft qui est assez facile à apprendre mais qui est également très fun à jouer. Et vous aurez envie d'aller construire des items en leur donnant des noms totalement loufoques apparemment. Donc bon, ça peut être un jeu dans le jeu d'aller attribuer des noms aux items que vous aurez réussi à crafter. Ensuite, que contient le jeu rapidement, 250 cartes, même plus de 250 cartes, avec 80 cartes d'équipement, 39 cartes de sorts, 12 cartes d'objets consommables, donc périssables on va dire, 15 cartes de monstres que vous pourrez aller confronter, 15 cartes de loot, donc de trésors à aller récolter, j'imagine après des combats par exemple, 31 cartes d'aventure, 32 cartes de quête, 6 plateaux de joueurs individuels, 60 tokens eux aussi pas folichons, 60 tokens de points de victoire, enfin je sais pas très bien, et puis 60 tokens de sang, peut-être de santé peut-être, et puis donc des tokens de pièces, donc peut-être la monnaie du jeu j'imagine, un petit peu plus de matériel également avec par exemple un petit score pad pour aller noter vos scores de fin de partie par exemple. Voilà, rien de très extraordinaire a priori, ça va être un jeu relativement solide si on en croit les retours des différents vidéastes, qui sont toujours positifs de toute manière, soyons honnêtes, mais bref. On aura potentiellement un mode solo débloqué, mais bon, pour ça, il faudra attendre que le jeu finance. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On va pas trop passer de temps sur sur le gameplay en lui-même. On a vu qu'il y avait donc du stack, donc de l'empilement de cartes, et également du draft en termes de mécanique de base, et peut-être également du craft, puisque si l'on en croit la citation de Sylvain, on va aller crafter des objets, on pourra même leur attribuer des noms peut-être, donc ça peut être aussi un truc assez sympa à voir. On va passer directement sur les frais de port maintenant qu'on a vu les prix du jeu, enfin le prix du jeu. Et donc les frais de port, pour ce qui est du Canada, c'est du 26,40$. Pour l'Union Européenne, 34,40$, ça fait très cher en frais de port. Pour l'Europe, tiens, il y a l'UE et l'Europe, donc les pays d'Europe mais hors Union Européenne. Et pour une fois, c'est plus cher que l'Union Européenne elle-même. Enfin, c'est moins cher que l'Union Européenne elle-même, 30,16$. Et pour nous qui serions potentiellement, j'imagine, dans la zone Asie, 35,83$. Bon, relativement similaire. Mais ça fait quand même très cher les frais de port pour le prix du jeu. Et puis au-delà de ça, bon, en termes de direction artistique, bon, je suis pas très fan concrètement. 177 contributeurs pour l'instant, le jeu n'est pas financé, ça risque d'être un petit peu compliqué. Peut-être pas compliqué, ça devrait pouvoir se faire malgré tout, mais ça sera poussif en tout cas jusqu'au bout je pense. Donc voilà pour Journey Adventure Quest, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, moi personnellement, ça me vend pas du rêve. Moi, je sais que quelques personnes l'attendent, donc je vais le dire, voilà, j'ai pas la membrane à 45 degrés. Voilà. On passe au gros projet de la semaine, et sans surprise, vous le voyez de toute façon, je suis contributeur, oui, j'ai backé Survive Until Daylight, donc automatiquement, je suis un petit peu obligé de le dire aussi, coup de cœur de la semaine. Voilà. Ça faisait longtemps, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas vu de coup de cœur. Je me demande si depuis le retour du menu crowdfunding après un mois d'absence, il y a eu un coup de cœur ou pas.
je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, c'est le cas pour Survive Until Daylight, petit projet canadien, mais également francophone, ou en tout cas disponible en version française. 449, pardon, 489, pas du tout, 449, on va dire 450, ce sera plus facile. 450 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne relativement courte, et 21 000 euros d'engrangés sur 22 000 nécessaires, donc le projet n'est pas encore financé, et j'avoue être assez déçu par le score actuel de la campagne. J'ai backé essentiellement parce qu'il y avait une sorte de bénéfice à le faire le premier jour. En gros, si vous aviez backé le premier jour, la boîte du jeu elle-même n'était pas en carton mais en métal. Donc voilà, j'ai backé, ce qui ne veut pas dire que je resterai jusqu'au bout de la campagne, mais j'avoue que j'ai été pas mal convaincu, voilà, disons ça comme ça, par la vidéo du sieur Nyx. Voilà, donc si tu nous regardes, tu peux être fier de toi. Tu m'as vendu le jeu. Je sais que Xavier aussi a posé un petit bac pour la même raison que moi. Je ne sais pas s'il va le garder pour autant. En général, on l'a déjà dit sur la chaîne à plusieurs reprises, on essaie, Xavier et moi-même, de ne pas avoir de doublons, parce que c'est un petit peu du coup rébarbatif, un petit peu redondant, et on préfère utiliser du coup notre argent pour acheter un autre jeu plutôt, parce qu'on a une sorte de ludothèque partagée, on va dire semi-partagée, on peut s'emprunter assez facilement des jeux l'un l'autre. Bref, quoi qu'il en soit, Survive Until Daylight a l'air d'être très sympa. Si vous n'avez pas encore eu connaissance du jeu, de son gameplay, etc., bon, après avoir regardé la vidéo, bien évidemment, hein, mais je vous encourage très fortement à aller voir la vidéo de Nyx, qui vous présente un petit peu le gameplay, qui vous présente un petit peu un tour de jeu, comment ça se passe, qu'est-ce qui a été amélioré et déjà depuis la dernière mouture du jeu. C'est pas vraiment une nouvelle mouture à proprement parler, parce que même le titre a changé. On va aller voir rapidement parmi les anciens projets de Flyos Games. Quel était le titre? C'était Until Daylight, c'est ça. Until Daylight qui avait attiré 970 contributeurs. C'était quand d'ailleurs? Allons voir ça rapidement. C'était en octobre 2018. Finalement, 971 contributeurs en 2018, c'était plutôt un très joli score. C'était avant que Kickstarter quand même commence à attirer vraiment les masses. Et du coup, ça fait relativiser encore plus le score de la campagne actuelle, qui est quand même assez léger du coup. Bref, Until Daylight, lui, était pour 3 à 6 joueurs. Survive Until Daylight est jouable à partir de 1 joueur. C'est un jeu jouable en solo, jusqu'à 6 joueurs toujours. Pour 30 minutes la partie, donc typiquement dans mes cordes à moi, hein, je sais que, vous savez peut-être que Xavier aime les gros jeux solo, il aime bien les petits jeux aussi, mais ça ne le dérange pas de faire 3 heures en solo par exemple, alors que moi c'est vrai que sur un jeu solo, je préfère des trucs qui sont plus mesurés entre 20 et 1 heure, 20 minutes et 60 minutes disons, en gros. Et donc celui-ci est pile poil dans ma zone de confort en termes de jeu de solo. Pour 14 ans et plus, parce que bon, la thématique c'est quand même des zombies. Donc vous aurez des héros, vous aurez différents héros que vous pourrez combiner les uns avec les autres pour aller faire une équipe, en gros. Chacun de ces héros, vous le voyez, on va essayer de trouver une carte un peu plus détaillée, voilà, ici. Chacun des héros aura une capacité particulière, donc asymétrique, et également une seconde capacité, ici en jaune, qui sera active uniquement lorsque le personnage en question sera le premier joueur du tour en cours. Et vous allez subir des vagues successives de zombies qui vont venir vous pourrir. Des zombies, pas seulement, vous le verrez dans la vidéo de Nyx, il y aura également d'autres survivants qui se la jouent un petit peu solo et qui pourront également vous mettre des bâtons dans les roues. Et on va évidemment essayer d'aller crafter, on va essayer d'aller récupérer différents objets sur les corps des zombies que nous aurons matraqués violemment pour trouver par exemple des armes telles que des couteaux par exemple ou des clous qui nous permettront d'aller crafter de nouveaux objets, par exemple des barricades pour que l'on puisse se protéger de vagues de zombies suivantes. Les personnages, eux, comme je l'ai dit, ont des capacités asymétriques, peut-être également des points de vie un petit peu différents d'un personnage à un autre. Ici, clairement, on a un tank. Ici, on a quelqu'un de peu plus stealthy, donc plus furtif, disons, avec une arme à distance, qui est plus intéressante que du corps à corps, par exemple. Comment combiner les personnages entre les personnages jouables à distance et ceux plutôt à corps. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Bref, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo de Nyx, c'est très très bien présenté à ce niveau-là. Il y aura également une extension qui est assez intéressante, qui sera incluse dans une boîte dédiée,
qui sera une extension Story Mode. Vous aurez apparemment différents scénarios, 20 scénarios apparemment, c'est ça? Oui, 20 scénarios ou 20 scénarii, je sais pas comment vous le dites de votre côté, plus 10 modes. Alors je sais pas à quoi ça correspond, par exemple, c'est 10 modes ici, mais bref, en gros, vous aurez 20 scénarios jouables, auxquels s'ajoutent également 2 nouveaux personnages jouables. On en voit déjà un ici, un personnage féminin, un autre qui n'est visiblement pas encore totalement terminé en termes de direction artistique. On aura également des cartes secrètes de Secret Raider, donc des survivants particuliers, disons, et secrets. On aura également un nouveau token, un token de craft de bombes, donc d'aller fabriquer une bombe, disons. On aura également 50 nouvelles cartes de débris, de détritus, quoi. En gros, autant d'objets que vous pourrez potentiellement utiliser pour aller faire du craft, ou parfois pas du tout également d'ailleurs. Certains objets serviront purement à rien également. On a aussi un Deluxe set qui sera disponible sur Kickstarter, mais qui n'est pas forcément une nécessité en soi, c'est juste une petite upgrade visuelle matérielle. Vous aurez des barricades un petit peu plus classe, vous aurez des tokens de dommages qui seront représentés par des petits tokens en bois cette fois-ci plutôt que du carton. Et vous aurez également un petit jeton, une petite pièce de métal pour pour désigner le personnage qui sera premier joueur dans le tour en cours. Voilà, c'est juste un petit upgrade matériel sans grande importance, mais si on est amateur de ce genre de petit upgrade matériel, ça peut être assez sympa. Je le répète encore une fois, il faut toujours le répéter, parce que c'est quand même l'une des informations les plus importantes pour le public francophone. Il y aura une version francophone du jeu. Le How to Play, donc choisir un ou plusieurs personnages d'ailleurs, comme ici avec Dennis Pullman, The Psycho, qui apparemment est plutôt un combattant en corps à corps, avec ici, vous le voyez, son aptitude personnelle. Bon là, ça va trop vite, mais en gros, si je me souviens bien de la vidéo de Nyx, il peut attaquer 2 fois consécutivement s'il s'inflige un dégât à lui-même. Ensuite, vous aurez une phase de recherche où vous pourrez aller récupérer donc des objets qui seront très utiles pour du craft ou d'autres beaucoup moins utiles. Vous pourrez aussi aller trouver des munitions pour vos armes, puisque bon, effectivement, certaines armes de corps à corps comme une batte ou un couteau ne seront pas, sujettes à là encore une fois, à se retrouver à court de munitions en gros, mais bien évidemment ce n'est pas le cas des armes à distance comme un arc ou un fusil d'assaut par exemple, où il vous faudra des munitions pour pouvoir les utiliser. Ensuite, troisième phase, une vague de zombies qui viendront vous assaillir et chercher à vous bouffer le cerveau un petit peu, façon noix de coco, sauf que c'est votre cerveau à la place quoi en gros. Bref, comment ferez-vous face à ces zombies? Lesquels éliminerez-vous? Dans quel ordre? En essayant d'utiliser au mieux vos capacités spéciales de personnage, d'en tirer parti de manière efficace. Comme tout à l'heure, on l'a vu d'ailleurs avec le personnage de Psycho qui permettra de faire des dégâts cumulés conjointement à 2 ennemis consécutifs par exemple. Donc, on aura aussi une phase de trade, donc d'échange d'objets entre les différents personnages autour de la table. Sachant que ça peut avoir son importance, puisque le joueur qui est actuellement premier joueur, je crois, si j'ai bien compris la vidéo de Nyx, sera le premier qui se prendra sur la tronche de la vague qui arrive. Donc s'il est en manque actuellement de munitions par exemple, il serait bon d'aller échanger une arme blanche pour qu'il puisse se défendre malgré tout, et ainsi de suite. Et ensuite donc le combat, on va essayer d'aller tout simplement pourrir les zombies, mettre fin à leur jour. Alors c'est des zombies assez particuliers, certains sont assez fun à regarder. On a une petite mamie avec son chien zombie, on a une sorte d'étudiant zombie, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment juste monstrueux, qui ressemblent plus du tout à des humains. Ensuite le craft, on en a dit tout à l'heure, il y aura des objets qui vous permettront d'aller faire du craft, par exemple ici des planches de bois et des clous, paf, ça fait des chocs à pic, ça fait une barricade, excusez-moi. Ensuite, la phase de survie, il faudra donc survivre à 6 assauts consécutifs pour espérer l'emporter. Jeu très simple à aborder, les règles sont vraiment très faciles à comprendre, en 5 minutes c'est plié. Par contre, est-ce que le jeu est facile pour autant? Là j'ai plus de doutes et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, le Stories and Modes, alors donc les différents scénarios que l'on pourra utiliser, et également des modes alternatifs j'ai l'impression. Eh bien vous le voyez, ici on aura donc différents scénarios, par exemple ici Blood and Guts, Deadlock, il y aura certainement, voilà, c'est à partir de 2 joueurs, certains scénarios vous proposeront des modes plus pour 2 joueurs, plus pour 4 joueurs, etc. avec des niveaux de difficulté qui seront variables également, ici Medium par exemple, j'essaie de trouver ce qu'il y a d'autre, un objectif, et des conditions spéciales de victoire apparemment, donc vraiment assez intéressant. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une vraie grande narration qui vienne entrer en cours de jeu, c'est vraiment une page apparemment, mais c'est juste un objectif particulier à remplir,
des conditions spéciales attribuées en début de partie ou à remplir pour pouvoir gagner par exemple. Et ensuite, pour les différents modes de jeu qui vous permettront d'aller modifier votre expérience, par exemple, vous aurez le crit qui, par exemple, vous permettra d'aller retirer un dégât dans les cartes de 1 dégât du deck. Donc toutes les cartes qui vous permettent d'ajouter un dégât, par exemple, vont être retirées. Ensuite, le Collateral, où tous les ennemis infligeront un dommage, un dégât en splash. Donc en gros, s'il fait un dégât à un de vos personnages, il fera un dégât à un personnage adjacent, j'imagine. At War, ensuite, là c'est un mode plus bénéfique aux joueurs, j'ai l'impression, puisque votre First Player Perk, donc votre capacité spéciale de premier joueur, sera active en permanence et non seulement quand vous serez premier joueur, justement, etc., etc. Ensuite, on va passer donc au niveau de pledge, le pledge Wanderer pour 40$ canadiens, donc 30 €, donc relativement abordable, c'est le jeu de base en gros. Ensuite, on a le pledge Brute pour 45 €, je passe directement en euros, ou 62$ canadiens pour nos amis québécois, pour avoir le jeu de base, plus l'extension Story Mode qui l'accompagne, que j'ai mentionné tout à l'heure, avec donc, les différents scénarios, ainsi que les petits modes de jeu qui viennent modifier un peu votre expérience de jeu, et ainsi de suite. Et puis finalement, on a le pledge Monster, qui vient ajouter à tout ça les composants de l'oxyfié qu'on a vu, donc par exemple la pièce de métal, et puis les jetons de bois pour les dégâts, et ainsi de suite. Tout ça pour 60 € ou 80$ canadiens. Et pour l'instant, malheureusement, les stretch goals, pas débloqués parce que pour l'instant, on n'est tout simplement pas financé. Et c'est assez décevant parce que je pensais que le jeu irait assez facilement à terme, à la fin de la campagne, chercher les 1500 contributeurs. Et pour l'instant, on ne s'oriente pas vraiment dans cette direction. Quoi qu'il en soit, on passe. Petit point d'ailleurs sur la vidéo de Nyx, c'est ici que ça se passe. Donc allez voir la vidéo de Nyx, allez voir. Je fais de la pub à fond la caisse parce que bon, voilà, c'est un pote, on fait de la pub. Ensuite, passons sur la suite avec les frais de port, disais-je. C'est ici que ça se passe. Pour l'Union Européenne, c'est du 10 à 16 €. J'imagine que ça dépend en partie du pays dans l'Union Européenne dans lequel vous habitez et potentiellement aussi c'est une fourchette qui laisse un peu de liberté à l'éditeur parce que, on le sait, le prix du fret ces derniers mois est complètement taré. Et il n'est pas impossible qu'il y ait de fortes variations, une forte des fluctuations sur le marché du fret dans les mois à venir lorsque le jeu sera sur le point d'être livré. Donc peut-être que c'est aussi ce facteur-là qui est pris en compte via cette fourchette entre 10 et 16 €. Pour le Canada, c'est pareil, 10 à 16 $ cette fois-ci, et sachant que ce sera livré directement depuis le Canada. Et pour nous, dans le reste du monde, 25 à 35 $. Pour la TVA, elle sera appliquée dans le Pledge Manager pour la zone Union Européenne. Donc vous devrez ajouter une petite somme supplémentaire dans le Pledge Manager pour la TVA. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Survive Until Daylight, ce petit jeu de survie et de craft en coopération mais également en solo. Déjà 450 contributeurs, et je dis déjà, pas vraiment. En réalité, je dirais plutôt seulement 450 contributeurs. Je pense que le jeu a le potentiel de faire bien mieux. Difficile de savoir pourquoi le score est aussi bas pour l'instant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis plutôt convaincu par le projet. Est-ce que je garderai mon pledge? Pour autant, c'est pas une garantie, on verra bien. Pour l'instant, je le garde là pour la boîte en métal, mais je sais pas, on verra bien. Mais c'est vrai que, encore une fois, une toute dernière fois, allez voir la vidéo de Nyx, ça vend quand même pas mal du rêve. On termine par First in Flight, a Historical Aviation Board Game. 850 contributeurs à 19 jours de la fin de la campagne pour le 10e projet de Artana LLC. Alors si ça ne vous dit rien, c'est quand même un éditeur qui a pondu 10 campagnes jusqu'à présent, souvent avec des thématiques scientifiques. Par exemple, Tesla vs Edison, 3500 contributeurs. Mais également Tesla Edison avec une extension Powering Up 2500. On avait également Einstein, His Amazing Life and Incomparable Science, 1000 contributeurs. Une édition différente de Tesla versus Edison avec une version française, 1500 contributeurs pour un jeu en duel cette fois-ci. On avait également plus récemment On the Origin of Species, autrement dit un jeu sur Charles Darwin qui avait attiré 3500 contributeurs. Donc
plutôt un jeu, enfin comment dire, un éditeur habitué des thématiques scientifiques, même s'ils n'ont pas fait que ça. Et ils nous reviennent cette fois-ci avec First in Flight, qui n'est pas un jeu véritablement à thématique scientifique, même s'il s'agit en partie de science, puisque l'aviation, c'est de la science. Mais c'est un jeu avant tout historique, où on va donc revenir un petit peu à l'époque des balbutiements de l'aviation. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 45 à 75 minutes la partie. Vous avez un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler sur la table. C'est plutôt joli, c'est pas époustouflant, mais ça présente plutôt bien. C'est un petit jeu de deck building, principalement, mais également de push your luck, donc de pousser sa chance jusqu'au point de rupture potentiel. Et donc, c'est un jeu qui est également l'œuvre de Ben Rossett et Matthew O'Malley, qui sont les auteurs communs de The Search for Planet X, donc à la recherche de la planète X, mais également Between Two Cities, donc deux jeux très bien notés sur Board Game Geek, qui ont fait l'objet de très bons retours en règle générale. Between Two Cities, je ne sais pas s'il est disponible en français, je crois me souvenir que à la recherche de la planète X l'était, mais à confirmer, j'en suis pas persuadé. Quoi qu'il en soit, ici donc dans First in Flight, vous aurez donc du push your luck, vous aurez également du deck building, et puis également une sorte de mécanisme un petit peu à la Parks, à savoir que vous allez évoluer sur une piste, le dernier sur la piste sera le prochain joueur à jouer, bien évidemment, et toutes les cases qui se trouvent devant lui seront disponibles, par contre celles déjà occupées ne le seront pas, et ainsi de suite. Donc un peu façon Tokaido, façon Parks également par exemple. Qu'est-ce que le jeu contient? Alors le plateau central que vous voyez ici avec ce petit village, ensuite 4 plateaux individuels de joueurs avec un petit résumé des actions que vous pourrez accomplir. Ensuite on aura des tokens d'aviateurs mais également d'avions, donc qui seront en bois ici pour l'édition de base et avec des miniatures en résine pour l'édition Deluxe. 35 pièces en carton j'imagine pour l'édition de base, en métal pour l'édition Deluxe. Un petit tracker d'année, de passage du temps. Ensuite, 10 cartes de pilote avec la version de base ici et puis la version foil printed en version collector. Foil printed, c'est donc des cartes avec un aspect un petit peu en surbrillance, c'est un petit peu classe, mais ça n'apporte rien en termes de gameplay bien évidemment. Ensuite, plus de 140 cartes de vol, donc vous devrez aligner les unes après les autres, sachant que dans votre paquet de base, il y aura aussi des cartes qui vous pourriront, des cartes de problèmes techniques qui vous mèneront parfois jusqu'au crash. Ce seront des cartes que vous devrez également essayer de réparer avant un prochain tour pour pouvoir faire un vol plus concluant la prochaine fois par exemple. Et vous devrez aussi bien sûr aller enrichir votre deck avec ce mécanisme de deck building progressivement tour après tour. Ensuite, plus de 40 cartes de développement avec là encore des personnages historiques qui viendront vous prêter main forte pour aller améliorer votre appareil. On a par exemple ici Paul Dunbar, qui lui est assez célèbre, et puis Octave Chanute. Là, je suis pas connaisseur là-dessus, j'avoue. Bref, différents personnages historiques qui sont généralement inspirés de l'histoire réelle. Ça peut être donc des personnages qui vous aideront, ça peut être également de nouveaux mécanismes que vous pourrez aller incorporer à votre avion pour qu'il vole mieux, pour qu'il atterrisse mieux, pour qu'il décolle mieux ou que sais-je encore. Et puis également des cartes d'action, j'ai l'impression. Ensuite, les niveaux de pledge. 39$ le niveau de pledge de base. C'est encore une fois un jeu relativement abordable. On est sur une semaine composée essentiellement de jeux plutôt abordables financièrement. 350$, plus 140$, 490$, c'est lourd. Et c'est quand même plutôt sympa parce que récemment c'est quand même pas très courant. Par contre, si vous voulez l'upgrade Collector's Edition, donc avec les upgrades de matériel, avec donc les miniatures en résine, les pièces en métal, les cartes avec le foil, ben c'est pas tellement plus cher au final, 55$, ça reste de l'ordre de l'abordable pour un jeu de cette catégorie. Ensuite, passons au gameplay. Donc vous aurez cette piste que j'ai mentionnée tout à l'heure, sur laquelle vous pourrez évoluer lorsque vous êtes en dernière position, vous allez jouer sur une des cases disponibles pour appliquer l'effet qui s'y trouve, et ensuite le dernier joueur va pouvoir jouer ensuite, et ainsi de suite. Ensuite, le mécanisme de push your luck, puisque dans votre deck de cartes, eh bien, vous allez aligner différentes cartes qui se suivent les unes après les autres, avec des cartes d'expérience, des cartes de rencontre, etc. Mais attention, parfois, ici par exemple, vous aurez des défauts de conception de votre appareil qui mènera parfois
à un crash. Donc il faudra aller essayer de pousser le plus loin possible votre deck, mais tout en faisant attention aux potentielles cartes de ce type qui pourraient y apparaître. Ensuite, vous pourrez aller améliorer votre appareil, notamment en allant réparer les erreurs qui se trouvent dans votre deck, ou en allant acquérir de nouvelles cartes, notamment en gagnant de l'argent pour pouvoir réparer, ou pour pouvoir acquérir de nouvelles cartes d'action, pour pouvoir bénéficier de l'expertise d'un personnage qui se trouve dans le jeu par exemple. Ensuite, Experience History, dont vous pourrez aller par exemple rencontrer des pilotes célèbres tels que Louis Blériot, Cocorico, mais également Bessie Coleman, les frères Wright également. Vous pourrez recevoir l'aide de personnages tels que Paul Dunbar qu'on a vu plus tôt, Edith Berg, Alexander Graham Bell, donc l'électricité. L'électricité, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir véritablement, bref, quoi qu'il en soit. Et puis donc, différentes cartes qui vous apporteront tout autant d'effets positifs, bien évidemment. Je ne crois pas qu'il y ait de Take That dans ce jeu. Ensuite, vous pouvez tester le jeu d'ores et déjà sur Tabletop Simulator pour vous faire une première impression. Le jeu a l'air d'être relativement sympa. J'ai pas testé moi-même le jeu, mais bon, c'est vrai que si j'avais le temps en ce moment, ce qui est malheureusement pas le cas, j'aurais peut-être essayé par curiosité. Ensuite, les stretch goals, on s'en fout, on passera dessus lorsque ce sera le moment venu du suivi du menu crowdfunding, donc quand le jeu entrera dans les 10 derniers jours de campagne. Et on va aller voir directement les frais de port. Pour les frais de port, alors vous avez un tout petit aperçu ici, mais en fait il faut cliquer pour avoir plus d'informations. Alors vous le voyez ici, par exemple pour le Canada, 17 $ d'estimation de frais de port. Pour la Belgique, pour la France, qu'est-ce qu'on a encore? Pour le Luxembourg, on est donc sur du 10, 10, plus potentiellement la TVA qui sera ajoutée par-dessus apparemment. Bref, au total, ça devrait pouvoir faire du 23,65 ou du 23 pour la France par exemple, du 26 pour le Luxembourg. Ça dépend des pays en gros. Et comme vous pouvez le voir, nous-mêmes, on n'apparaît pas en fait tout simplement. Hein, l'Asie ne figure pas dans la liste. Donc pour nous, il faudrait qu'on contacte directement VFI, qui est généralement le distributeur qui s'occupe de la zone Asie, qui s'occupe parfois pas très efficacement, mais bon, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez pour First in Flight, mais malheureusement, je ne l'ai pas encore dit, c'est vrai, mais bon, de toute façon, si ça avait été le cas, je l'aurais dit. Donc si je ne l'ai pas dit, c'est que ce n'était pas le cas. Pas de version française pour First in Flight, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que ça viendra? Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a aucune garantie là-dessus. Je ne suis pas persuadé que Artana soit un grand habitué des versions francophones. À confirmer. Quoi qu'il en soit, 852 contributeurs pour First in Flight. Je doute qu'il fasse un résultat aussi convaincant que, par exemple, le jeu sur Darwin qu'on a vu l'année dernière ou il y a 2 ans, à savoir 3500 contributeurs. Je pense qu'on va plutôt se limiter à quelque chose de l'ordre de 1500, 1800 contributeurs d'ici la fin de la campagne, ce qui est quand même pas si mal malgré tout, avec 39 000 à disons 40 000 même euros d'engrangés pour l'instant à 19 jours de la fin de la campagne. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. On reste encore sur quelque chose de très léger, comme c'est le cas depuis 3 semaines, 1 mois déjà, même s'il y avait quelques exceptions avec les châteaux de Bourgogne par exemple. Vous me direz si vous avez trouvé des jeux à votre goût. Et d'ailleurs, je remarque maintenant seulement, vous allez peut-être me faire la remarque d'ailleurs dans les commentaires avant même que je le mentionne, ça fait 2 semaines que le mec il a sa Kallax, elle est encore vide et même pas encore collée au mur derrière. C'est normal, ce sera le cas demain normalement, je devrais pouvoir enfin la mettre parce qu'en fait je peux pas le faire tout seul, enfin j'aurais pu peut-être le faire tout seul mais c'est une Kallax en 5x5 assez lourde. Et du coup, ma femme est assez inquiète de me voir le faire tout seul. Donc du coup, j'ai un pote qui vient à la maison demain. Il va m'aider un petit peu. Elle sera rassurée. Et je pourrai enfin meubler ça un petit peu, mettre les jeux, commencer à décorer un petit peu tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo si vous avez trouvé des jeux susceptibles de vous plaire, si vous avez trouvé chaussures à votre pied. Et puis également, une fois n'est pas coutume, n'hésitez pas également à nous lâcher un petit like, ça fait toujours très plaisir, hein, voilà. Hein, moi je fais quand même des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois, hein, chaque semaine. Voilà, donc je fais 3 pas vers vous, hein, donc faites un pas vers moi, un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très prochainement, même si actuellement, à cause des préparatifs de petits bébés qui s'amènent bientôt, c'est un petit peu difficile de se rassembler, Xavier et moi-même, pour faire des vidéos ensemble, mais on va essayer de proposer des trucs assez rapidement quand même, malgré tout. En tout cas, avant l'arrivée du petit, ce sera quand même sympa. Je vous retrouverai très prochainement de toute façon pour le suivi du mini crowdfunding mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, surtout jouez bien, et beaucoup si possible. Et puis à la prochaine!